Hello tout le monde, bienvenue dans Coaching Live. Dans cet épisode, je voulais parler d'un commentaire que je reçois assez souvent, de manière générale, de votre part. Donc, c'est Stella aujourd'hui qui me dit: Bonjour Arthur, peux-tu nous donner des exemples concrets de symptômes cognitifs qu'on puisse avoir dans la journée, comme par exemple la vision floue? C'est un symptôme physique qui va déclencher un symptôme cognitif, du genre mais pourquoi ça revient? Ça y est, ça va me gâcher ma journée, je vais subir ceci pendant des jours maintenant, que c'est revenu, etc. Et du coup, on fait que y penser, ça génère de l'angoisse et surtout ça dure évidemment. Donc sur notre journaling, quoi noter? Et je crois que tu... Ouais. Donc voilà, donc vous êtes souvent à me demander des exemples concrets de symptômes que vous allez ressentir et comment, en gros, moi, j'aurais réagi. Donc, je vais répondre à votre question, mais il faut avant tout souligner quand même que ce besoin de voir des exemples concrets, c'est clairement une manifestation de votre besoin de certitude. D'accord? L'angoisse, peu importe l'angoisse que tu as, peu importe le symptôme que tu comprends au bout d'un moment que c'est toujours la même chose. Et c'est même nécessaire, en fait, que tu comprennes que c'est toujours la même chose. Au début, tu te dis, j'ai des peurs, j'ai cette peur de là, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de cette maladie-là, j'ai cette peur de cette autre maladie-là, j'ai ce symptôme cognitif là en particulier, j'ai cet autre symptôme aussi, et vous pensez que l'anxiété, c'est cette espèce de méli-mélo qu'il faut démêler et se dire, vas-y, je vais tout résoudre. Et rester dans ce mindset-là, ça va continuer en fait à vous créer de l'angoisse et à empirer votre angoisse et à vous empêcher de guérir justement. Donc je voulais vraiment prendre le temps de parler un peu de ça. L'angoisse, si on revient vraiment à la base de ce que c'est, donc on va vraiment revenir à la racine du problème, je vais rappeler un peu les trois noyaux de l'angoisse. Donc c'est, dès que je fais des coachings, on parle de ça avec mon client, j'expose vraiment ces trois noyaux qui sont la racine du problème. Tout part de là, d'accord? Il y a trois noyaux de l'angoisse qui créent justement la tendance au CCR, donc la tendance au contrôle, à la certitude et à la réassurance, qui elle-même crée les 22 mécanismes que ensuite tu dois arrêter. Et donc, c'est quoi ces trois noyaux d'angoisse? C'est quoi ces trois noyaux d'angoisse? Donc, je vais te les dire un par un. Et tu vas me dire, du coup, intérieurement, si tu te reconnais ou pas. D'accord? Le premier noyau de l'angoisse, si vous avez de quoi noter, c'est bien. Si vous avez une feuille devant vous, vous pouvez dessiner trois petits points en forme de triangle pour vraiment avoir ça de façon très claire. Le premier petit point qu'on va mettre au-dessus, c'est une faible tolérance, une faible envie d'accepter la présence. Donc je sais que c'est un peu une phrase compliquée. Une faible tolérance et une faible envie d'accepter la présence d'une pensée, émotion ou sensation inconfortable. D'accord? Donc les fameuses PES, pensée, émotion, sensation, les trois portes d'entrée de l'anxiété dans ta psyché. Donc un anxieux, il va avoir ce premier noyau, cette notion en fait d'impatience, où tu ressens quelque chose, d'inconfortable, qui est soit une pensée, soit une émotion, soit une sensation. Donc là, en ton cas, c'était là, c'est un symptôme cognitif, donc la vision floue, par exemple. Et il va y avoir cette notion de je ne peux pas l'accepter. Maintenant, il faut que ça parte tout de suite, en gros. Il y a vraiment une notion d'impatience, de j'aime pas ce qui arrive là maintenant, et là maintenant, je veux que ça parte. D'accord? Je pense que vous allez beaucoup vous reconnaître là-dedans. D'accord? C'est important de revenir à cette base-là. Cette notion vraiment d'impatience, de ne pas envie d'accepter qu'une PES, donc une sensation, une pensée ou une émotion un peu désagréable, parfois très désagréable, bah reste là tout simplement. Vous êtes très étranger à cette notion de rester avec une émotion inconfortable et parce qu'il faut tout de suite faire quelque chose. Et donc ça nous fait basculer sur le deuxième point, le deuxième nœud de l'angoisse qui est une croyance limitante. Donc tu peux prendre des guillemets, d'accord? C'est la croyance limitante. Si je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion ou sensation inconfortable, alors elle va persister, elle va se réaliser, quelque chose de mal va se produire en gros. Cette notion de si c'est pas toi qui fais quelque chose là maintenant, si toi t'es pas en train de faire quelque chose contre cette pensée, émotion, sensation inconfortable, alors tu sais pas toujours pourquoi et exactement comment, mais quelque chose de mal va se produire. D'accord? Donc là où le premier noyau va vraiment montrer ta tendance à la réassurance. Donc quand tu es impatient, quand tu as
pas envie d'accepter la présence d'une pensée, d'une émotion, d'une sensation, et vite vouloir la faire partir, tu vas avoir tendance justement à te réassurer, parce que c'est la réassurance qui permet le plus rapidement possible de faire disparaître une peur, une angoisse. Là, le deuxième noyau, cette croyance limitante, on va vraiment être sur la notion de contrôle. C'est toi qui dois t'en occuper. D'accord? C'est à toi de t'en occuper. Là, je me sens pas bien, il faut que je fasse quelque chose là, maintenant, et surtout moi. D'accord? C'est à moi de m'en occuper. Et quand... Il y a mon chat qui se gratte les griffes là. Désolé, ça fait du bruit. Quand tu ressens quelque chose, tu te dis, c'est à moi de m'en occuper. Quand je dis c'est à moi quand je dis c'est à moi de m'en occuper, c'est ton conscient. D'accord? Donc toi, tu es composé de deux choses, ton conscient, ton inconscient. D'accord? Là, la personne à qui je parle là maintenant, celle qui réfléchit, celle qui pense, celle qui prend des décisions tous les jours, mais celle aussi qui souffre, c'est ton conscient. D'accord? Mais ça, c'est qu'une partie de toi et de ta psyché. Il y a une énorme partie qui est ton inconscient. Et toi, cet inconscient, tu lui fais zéro confiance. Tu ne fais confiance qu'à une chose, ton conscient. D'accord? Et c'est ça qui va te mener à vivre la vie que tu fais, qui est gouvernée clairement par la peur, l'envie d'éviter des choses, etc. D'accord? Donc là, on a le deuxième noyau. Et le troisième noyau qui est vraiment lié hein, de très près, c'est cette notion de tu n'as pas la foi. Tu n'as pas dans le sens religieux, même s'il y a forcément un lien spirituel, tu n'as pas foi en l'idée que une force autre que ton conscient, justement, te veut du bien. Donc, ce que tu veux, ton inconscient, l'univers, Dieu si tu es religieux et croyant, la vie de manière générale, mais aussi ton corps, tu vois, ton cerveau, toutes ces phrases qui ne sont pas ton conscient, toutes ces choses qui ne sont pas ton conscient, tu te dis, ces choses ne veulent pas du bien. Soit elles me veulent du mal, soit elles peuvent rien faire pour moi. D'accord? Tu as absolument pas du tout intégré dans ta vie cette notion qu'il y a une force autre que ton conscient qui te veut du bien. Et du coup, qu'au contraire, les autres forces du monde te veulent du mal. Donc tu vis dans un monde en fait où il n'y a que ton conscient contre tout le monde en fait. Et qu'il n'y a que ton conscient qui doit prendre cette charge mentale de se battre contre la vie de manière générale. Parce que si tu le fais pas, c'est comme s'il y avait un désastre qui pouvait arriver à n'importe quelle seconde. D'accord? Donc là, vraiment, on a député les trois noyaux de l'angoisse. Toutes tes angoisses par de là. D'accord? Parce que là, du coup, le dernier noyau, ça fait référence à ton besoin de certitude. Quant à... Ah, excusez-moi, il faut juste que je publie la vidéo. Hop, désolé. Hein. J'essaie d'avoir le moins de pauses comme ça possible pour ceux qui m'écoutent sur TikTok, sur YouTube et les podcasts. J'upload juste la vidéo. Ce soir, c'est l'hypocondrie. Je fais une vidéo sur l'hypocondrie et la peur de mourir. La peur de mourir, la peur de la maladie, tout ça. Ok, donc voilà. Et donc, peu importe ton angoisse, que ce soit une anxiété liée à la santé, donc une hypocondrie justement, une anxiété qui est très réactionnelle à tes symptômes, une anxiété qui est très cérébrale, donc c'est que des phrases de pensée dans ta tête qui vont te faire peur, des crises existentielles, des phobies d'impulsion, des pensées invasives, euh, peu importe. Tous les anxieux ont le même nœud de l'angoisse, d'accord? Et tu ne guériras pas tant que tu commenceras pas à voir ton problème via ce noyau-là, justement. Tu dois commencer par voir le problème via ce noyau-là. Et comprendre que tu vas pas guérir de l'angoisse en réglant une peur une à la fois, en fait. Tu vas guérir de l'angoisse en comprenant que c'est toujours la même chose qui arrive. C'est juste que tu as une pensée, une émotion, une sensation qui est désagréable. Peut-être qu'elle va être désagréable d'un goût différent à chaque fois, mais ça reste juste une pensée, une émotion, une sensation qui est désagréable. Et toi, tu calques, en fait, ces trois noyaux par-dessus. D'accord? Et donc, il est là le problème. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on me demande, voilà, tu n'as pas des symptômes concrets à me donner pour savoir comment toi tu réagis, etc., ça va pas t'aider, en fait, si je te dis ça. Chacun a des symptômes différents, tu vois. Et même si je t'aide, même si je te dis, par exemple, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de dire à quel point j'avais de la DPDR, dire à quel point j'avais des phobies d'impulsion, que j'avais la peur de la dépression, que j'avais la peur de tellement être mal que je m'en sortirai jamais, etc. Ça m'est déjà arrivé, mais ça va juste vous réassurer. Ce qui va vraiment vous guérir, ce qui va vraiment vous aider, c'est de gagner en autonomie dans votre façon de réagir, peu importe la peur. Et pensez-y, tu guériras jamais définitivement de l'angoisse et complètement de l'angoisse si tu n'es pas capable de, peu importe la peur qui va arriver demain, nouvelle ou une qui existe déjà, de pouvoir la gérer en fait. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Donc simplifie les choses dans ta tête, d'accord?
L'anxiété, c'est quoi? C'est apprendre à réagir différemment à des pensées, à des émotions ou des sensations qui sont inconfortables. OK? Peu importe lesquelles, en fait. Et justement, plus tu peux te dissocier de, du sujet de la peur et voir que c'est pas ça le problème, mais que le problème, c'est ta réaction à la peur, tu peux être frustré de ça, tu vois. Tu peux être frustré du fait de putain, je réagis encore par CCR. Ok, ça c'est une bonne raison d'être frustré parce qu'après, tu peux travailler sur justement cet aspect-là qui est important, tu vois. Mais il faut que tu arrêtes de voir la guérison de l'angoisse comme des symptômes, des peurs précises qu'il faut pouvoir régler une par une. D'accord? Donc là, si on reprend ton exemple Stella, ton problème du moment, c'est les symptômes cognitifs. Donc, tu as une vision floue, ok? Tu as une vision floue qui apparaît, et du coup, tu te dis ces fameuses phrases de ah, ça y est, ça recommence, ça revient, je vais passer une journée vraiment pas top, ça va me prendre toute la journée, etc. Puis après, tu élargis encore plus, tu te dis mais je vais jamais m'en sortir, pourquoi je ressens encore les symptômes, etc. Bref, tout ce que tu vas dire. Comme n'importe quelle angoisse, la recette est la même. Tu vis ta journée, d'accord? Tu enclenches, enfin, l'angoisse se déclenche pour toi, donc tu as un symptôme de vision floue, peu importe comment il a été déclenché, qu'il soit déclenché à cause de ton anxiété, ou juste parce que tu n'as pas assez mangé, ou parce que tu n'as juste pas assez pris de glucides aujourd'hui, peu importe, tu vois. Tu vas être anxieux, tu vas observer du coup de quelle façon tu réagis à cette anxiété, donc quel mécanisme de CCR cognitif tu vas faire, ou physique si tu en fais, mais je pense que toi tu as le niveau des cognitifs. Quelle phrase du coup tu vas te dire, d'accord? Tu observes les phrases que tu m'as notées. C'est très bien, tu as déjà commencé le travail en fait, à noter toutes ces phrases-là, d'accord? C'est juste que tu n'es pas allé assez au bout. Il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout du truc. Donc tu vis ta journée, tu observes, c'est chiant, je sais. Arrive ton moment journaling le soir, et là, tu fais un peu l'autopsie, en fait, de ce qui s'est passé pendant la journée. D'accord? Donc, tu dis, OK, quelle peur j'ai eu aujourd'hui? Voilà, j'ai eu la peur que l'anxiété perdure à cause de ma vision floue, de mes vertiges, peu importe. D'accord? OK, ça, je note, ça me prend 2 secondes. Mais c'est pas important. Qu'est-ce qui va être important? C'est de réfléchir un peu, sonder un peu ma mémoire pour savoir qu'est-ce que j'ai dit exactement en réponse à cette peur. Et donc, c'est là où tu fais le journaling. Donc, tu regardes, j'ai peur de nanana, donc je me réassure en. Donc, tu te dis, OK, est-ce que je me suis réassuré? Est-ce que je me suis réassuré par rapport à cette peur aujourd'hui? D'accord? Après, est-ce que j'ai cherché du contrôle? Est-ce que j'ai cherché de la certitude? Et peu importe si tu peux les mettre dans une colonne ou pas, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est s'il y a une phrase que tu t'es dit aujourd'hui qui a un rapport avec cette peur-là, tu la notes. D'accord? Tu la notes. Et même si tu répètes toujours les mêmes choses, continue de le faire. Mais si tu es une de ces personnes qui me dit oui, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté le journaling parce que je notais toujours la même chose, c'est que déjà, c'est une très bonne chose de noter toujours la même chose. Rappelle-toi, l'objectif, c'est quoi? C'est de se désintéresser d'une phrase. Donc, plus tu la notes, plus tu vas t'en désintéresser. Donc, c'est très bien. Mais en vérité, c'est parce que vous êtes des personnes qui vont pas aller assez loin. D'accord? Vous allez pas vraiment creuser les choses que vous vous dites. Et en général, ça, je remarque que quand j'ai des coachings où des gens me disent ça, vous dites, ah, je vous dis juste une petite idée, et bah là, tu te dis quoi, par exemple? On fait l'exercice ensemble pendant le coaching, et là, le client se rend compte, ah oui, c'est vrai que je me dis ça. Donc, il y a une notion quand même d'intention un peu plus intense à mettre en place, d'accord? Vraiment, observe les choses. Si tu n'arrives pas à faire ça, il y a un outil, et je vous en parle souvent, un outil qui te permet de plus facilement et de manière plus efficace remarquer les choses que tu dis en réponse à l'angoisse, d'accord? Donc ces phrases que tu vas dire, c'est la méditation, d'accord? C'est à ça que sert la méditation. C'est pour ça que dans le Starter Pack, il y a une grosse partie sur ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé de la méditation. Ça sert à ça. La méditation, c'est pas ce qui va. Euh, on parle toujours de cohérence cardiaque, qui est une espèce de perversion de la méditation. Le principe de la méditation, c'est pas de baisser au court terme ton angoisse, d'accord? Même si ça peut le faire, en effet. Tu vois. Mais c'est ce qu'on appelle le muscle de la pleine conscience et le muscle de la conscience de soi. Donc, méditer, apprendre à méditer, ça te permet de justement mieux remarquer les choses que tu dis dans ta tête. Et donc, plus tu médites, plus tu remarques les choses que tu te dis, moins ça te surprend, plus tu te désintéresses. En gros, c'est un accélérateur à guérison à la méditation. Donc, si tu bloques Stella, un conseil assez pratique que je peux te donner, c'est de te mettre à la méditation. Et donc, petit rappel, j'en profite du coup pour
qu'est-ce que ça veut dire méditer et qu'est-ce que je veux dire par méditer? Moi, je parle pas de cohérence cardiaque, je parle pas d'exercice de respiration. Moi, je parle de la méditation de pleine conscience. Donc, c'est la méditation originelle que quand tu vas au Tibet, quand tu vois les moines bouddhistes, mais pas que, qui en pratiquent depuis des millénaires, c'est tout simplement, tu vas t'entraîner à placer ton attention, pardon, sur un faible stimulus. Donc, moi, je parle en général de deux types de méditation, la méditation sur les bruits et la méditation sur le souffle. D'accord? Donc, pour les anxieux, en général, la meilleure, c'est la méditation sur les bruits. Donc, tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai des tracks de méditation, des environnements particuliers. Tu mets des environnements, donc tu en as un, par exemple, c'est les feux de cheminée, par exemple. Tu as un feu de cheminée avec des crépitements et tout ça. Tu mets le son, tu mets ton minuteur à 3 minutes, donc tu commences vraiment très lentement, d'accord? Enfin, très lentement, avec une très petite durée de méditation, parce que tu vas comprendre, c'est tellement dur la méditation, ça sert à rien de vouloir s'y mettre trop rapidement. Tu mets 3 minutes, et là, tu te dis, tout ce que j'ai à faire, c'est fermer les yeux, évidemment, prendre les trois grandes inspirations du début, ça c'est logique. Mais au bout d'un moment, ce que tu fais, c'est que tu commences à te dire, OK, je vais mettre mon attention sur le bruit du crépitement que j'entends, par exemple. Donc, je vais entendre un peu le vent qui souffle dehors, le crépitement du bois. Donc, les sons que tu vas entendre sur la traque de méditation. Inévitablement, tu vas penser à autre chose. Tu vas remarquer que tu as pensé à autre chose. Et là, une fois que tu as fait ça, tout simplement, sans jugement, tu te remets sur le truc que tu faisais à la base. C'est hyper dur. C'est hyper chiant, je te le garantis. C'est hyper chiant de méditer. Méditer, ça, c'est essayer de méditer, en gros. Tu vois, c'est pour ça que moi, je dis commencer 3 minutes. Et c'est pas de vous faire des 10 minutes directes. Parce que faut vous lancer dans le truc en mode vas-y, c'est quelque chose de hyper difficile. Y arriver juste quelques secondes dans ta méditation, c'est super dur. Donc vas-y, je vais commencer par 3 minutes et vraiment me dire, ok, là c'est juste 3 minutes, je me mets à fond, d'accord? Et après, la semaine d'après, tu te mets à 4 minutes. Et la semaine d'après, 5 minutes, tu augmentes de 1 minute par semaine jusqu'à arriver à 20 minutes. Et quand tu seras arrivé à 20 minutes, pas besoin de monter un peu plus. Et c'est là vraiment où quand tu médites 20 minutes par jour, parfois ça peut être 2 fois 20 minutes, parfois tu peux faire 2 sessions de méditation si tu veux. Là, tu vas voir que ta vitesse de guérison, quand tu arrives au stade où tu médites 20 minutes par jour, c'est c'est la vitesse de l'éclair, hein, vraiment. Tu vas te rendre compte de choses tous les jours. Tu vas te remarquer que c'est au moment où tu as fini ta méditation et après tu commences ton petit journaling et tu te dis putain, ça je l'avais, excuse-moi, pardon, ça je l'avais pas remarqué avant. Je me dis ça, c'est vrai, pourquoi je l'avais pas remarqué avant alors je me dis tout le temps. Ces fameuses un peu insight de post-méditation. Donc voilà, si tu bloques sur ce côté où tu es en mode je comprends pas parce que j'écris toujours les mêmes choses mais j'arrive pas à m'en désintéresser, etc., la méditation peut clairement être un truc qui t'aide. Et donc, en effet, méditation et après journaling. Et donc, je vois, est-ce que c'est essentiel la méditation? C'est pas essentiel, mais c'est un accélérateur. D'accord? Le journaling, c'est essentiel. La méditation, c'est pas essentiel, mais c'est un énorme accélérateur. Au point où, oui, on peut quasiment dire que c'est essentiel, mais ça a surtout un rôle d'accélération. Quoi. Et puis, c'est aussi pour ça que tu vas voir ton psy, que tu continues à avoir un psy. Un psy, ça t'aide à faire ça. Grâce à ton psy, tu vas voir un peu justement toutes cette phrases que tu dis, toutes ces notions que tu as. Moi, le travail avec ma psy, c'est ça que j'ai fait. C'est que j'étais en mode, voilà, j'ai cette peur-là. Elle me disait, qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là? Je lui disais, et là, elle me disait, ah bah tu vois, là, tu es en contrôle, etc. Tu vois. C'est surtout à ça que ça sert les sessions avec les psys. Alors, hop, je règle juste un petit truc pour la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous parle un peu, tout ça. D'accord, j'espère que ça vous parle un peu. Euh, L'idée, du coup, pour récapituler, arrête de faire du cherry picking. Donc, en gros, arrête d'essayer de résoudre une peur à la fois. D'accord? Comprends que tes peurs, tu vas pas les résoudre une à la fois, mais tu vas comprendre ta réaction globale aux peurs. OK? Et que c'est toujours la même chose. Donc, je t'ai fait un petit rappel sur les 3 niveaux de l'angoisse. Et après, comprends que peu importe la peur, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment toi tu réagis. Si tu as du mal à voir comment tu réagis, lance la méditation. Et ça te parlera beaucoup. Beaucoup mieux. Voilà, donc j'espère que ça t'a permis de voir beaucoup plus clair, Stella, et que tu as vraiment quelque chose de concret à pouvoir commencer à faire. J'ai une autre question qu'on m'a posée, que je disais que j'allais y répondre, d'une autre abonnée. Alors laisse-moi juste retrouver le message. Donc je pense que c'est ça que je vais faire maintenant, hein. Vraiment regarder un peu les commentaires qui reviennent le plus, et y répondre.
Euh, Est-ce qu'elle est cette vidéo? Ah, ok. En tout cas, je vois que ça vous parle, donc c'est cool. Hop. Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé. Merde. Voilà. Bah, tu vois, en fait, c'était littéralement la même chose. Donc, j'avais Laure qui me disait, pourrais-tu donner un exemple concret de comment tu gères la survenue d'un symptôme physique? Exemple, j'ai subitement envie de vomir, je me vois vomir, je me sens vraiment pas bien, comment tu fais? La théorie dira de ne pas y prêter attention, mais en réalité. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un, quand j'entends ces trucs-là, on me dit, oui, la théorie dit que... On me dit qu'il faut pas prêter attention à mon angoisse. C'est des gens qui commencent un peu à comprendre le truc, mais qui c'est encore beaucoup trop vague pour eux. Dire comme ça, oui, tu prêtes pas attention à ton angoisse, c'est pas faux en soi, mais c'est beaucoup trop vague pour que tu aies vraiment quelque chose. Et donc, quand les gens voient ça, ils vont plutôt avoir tendance à faire ce qu'on appelle du désintérêt forcé. Le désintérêt forcé, c'est justement un CCR. C'est en gros, quand tu te dis, il faut pas que j'y pense. Donc, s'il y a des gens qui c'est pas encore clair, ça, dire faut pas que j'y pense, c'est pas bien. D'accord? Il faut pas se dire faut pas que j'y pense. C'est du désintérêt forcé. Quand vois que tu commences à faire un CCR, donc tu sais que c'est dans la liste des 22 CCR, notamment les cognitifs. Donc les physiques, c'est facile, il faut les arrêter. Mais les cognitifs, l'idée, c'est pas de se dire faut pas que j'y pense. L'idée, c'est de les laisser se faire, les observer pour ensuite faire ton journaling. Donc ça, c'est des vraiment basiques, hein. Si ça vous parle pas trop, recherchez mes vidéos sur l'effet Game of Thrones. Donc j'explique souvent ça. Mais voilà, là on est sur vraiment cette intention où tu te dis, tu as une idée vague, où il faut pas que tu prêtes attention à ton anxiété, mais c'est trop vague. Et du coup, tu vas pas être assez précis, tu vas être frustré, ça va pas marcher, tu vas empirer ton angoisse, etc. Tu vois. L'idée, c'est ce que je viens de te dire, en gros. Tu vois, c'est que tu vis ta vie, d'accord? Pars du principe que si aujourd'hui t'es anxieux et tu pourras rien y faire. Donc c'est chiant à accepter au début, mais c'est comme ça. Mais tu te dis, voilà, tant mieux. En fait, si je suis anxieux aujourd'hui, peu importe mon symptôme, j'ai pas essayé de l'éviter. Trop de gens d'entre vous, vous levez le matin avec cet objectif de faut pas que je sois anxieux. C'est la pire chose à faire. C'est le pire indicateur de guérison déjà, de se dire j'avance dans ma guérison si je vais bien et je recule si je vais mal. C'est pas vrai du tout. Le bon indicateur de guérison, justement, c'est tout le travail de CCR que tu vas faire. Et donc, justement, si tu veux observer des mécanismes pour ensuite te désintéresser d'eux, il faut que tu fasses quoi? Il faut que ils se produisent, ces mécanismes, il faut qu'ils se déclenchent, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment une mauvaise stratégie de commencer ta journée en te disant, faut pas que je sois anxieux, tu vois. Même si, évidemment, c'est pas facile. Et on n'a pas envie d'être anxieux. Mais vois la chose dans le sens où tu te dis, là, aujourd'hui, je vais être anxieux aujourd'hui, mais différemment. Je vais être anxieux pour un peu la dernière fois. Tu vois, si tu peux volontairement être anxieux pour la dernière fois, tu vois, mais vraiment l'être, tu vois, c'est là où tu te retrouves dans la meilleure condition pour observer les choses. Et ensuite, en observant les choses, tu observes et tu comprends tes réactions, tu te désintéresses de ces réactions, et la prochaine fois que tu auras la même peur, tu vas juste réagir en mode la flemme, c'est bon, j'ai capté ce que je me disais tout le temps, je connais l'histoire, je sais ce qui va venir après, tu connais un peu l'histoire par cœur, et tu te désintéresses, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, tout ça. Donc c'est un point très niche, hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous butez un peu là-dessus. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous a, c'est clair pour vous. J'ai pas fait un live très long aujourd'hui, hein. J'avoue, un peu fait la Zumba ce week-end, donc je suis crevé. Je vais quand même prendre une dernière petite question. Notre cher papy qui me dit: Salut Arthur, comment agir quand un souvenir du passé est devenu identitaire et obsessionnel? Là, on est sur un exemple clair de tu t'es créé une histoire. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, que tous les anxieux se font. Il t'arrive une chose une fois, deux fois, trois fois. Tu as l'impression que quelque chose est arrivé. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Et en fait, tu te dresses toute une histoire dessus. Et en fait, en voulant résoudre un problème qui à la base n'existait pas vraiment, tu crées le problème, tu vois.
Donc là, la réponse vraiment à ta question, c'est un souvenir n'est pas identitaire en fait. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Un souvenir du passé ne définit pas ton identité. Un souvenir du passé peut avoir causé en toi des habitudes, d'accord? Donc, un trauma, en général, ce que ça fait, la raison pour laquelle les traumas causent des troubles anxieux, c'est qu'un trauma va déclencher en toi un CCR, d'accord? Tu vas avoir, je sais pas, en général, tu vas avoir une expérience, par exemple, au niveau de ta santé qui t'a fait peur, donc une frayeur un peu médicale. Bam, tu vas commencer à aller sur Internet. Tu vas commencer à faire des rendez-vous excessifs chez le médecin, etc. Tu vois. Et donc, il y a pas de passé qui est identitaire, par contre obsessionnel. Pourquoi tu penses toujours, toujours, toujours à des souvenirs du passé? C'est par rapport à tes réponses de c'est désagréable. Le souvenir auquel tu penses est désagréable et toi, tu veux arrêter de ressentir un souvenir désagréable. Tu vois. On est vraiment sur le premier niveau de l'angoisse, c'est tu ressens quelque chose qui est négatif et tu veux que ça s'arrête. Et c'est ça qui fait que tu te bats contre lui et il gagne en puissance. Ton cerveau pense que c'est important. Donc le souvenir devient de plus en plus important et tu te définis après par ce souvenir-là, etc. Donc il faut vraiment que tu te dises, OK, toujours la même chose, on revient à la même chose, on revient aux bases. L'idée, c'est pas de trouver une réponse à tout ça, de trouver des équations, de définir un peu ces équations hyper complexes auxquelles je dois répondre. Non, tu vois. L'idée, c'est de renoncer à vouloir résoudre cette équation, tu vois. Et de plutôt te concentrer sur la façon dont tu fais perdurer cette équation. Et tu la fais perdurer comment? Parce qu'en fait, quand tu ressens ce souvenir, donc c'est l'élément déclencheur, tu te dis, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte maintenant. Il faut que le moment désagréable que je suis en train de passer, il faut que je l'arrête le plus vite possible. Il est là le problème. C'est pas le souvenir en soi le problème. Le problème, c'est que tu acceptes pas le fait que là, tu passes un mauvais moment. Tout simplement. Et ça, je sais que ça met du temps on met du temps à comprendre ça. Mais quand tu comprends, c'est le déclic du jour au lendemain. Tiens. Et je vais prendre une dernière petite question. Je lis un peu vos messages, hein. Je sais que vous m'envoyez beaucoup de messages. Donc je vais vous parler entre vous, ça, c'est cool. Euh, donc Julia qui me dit merci Arthur, tu as été un véritable déclic dans ma compréhension de l'angoisse. Je suis ravi. Bon, j'espère que tu avances bien, Julia. Didier qui dit bonsoir, moi je pense qu'on guérit jamais de l'anxiété généralisée. Pourquoi tu penses ça? Quelles sont tes preuves? Comment sortir des pensées négatives en acceptant leur présence? Quand tu acceptes la présence d'une pensée négative et quand tu acceptes le fait de passer un mauvais moment, ton cerveau comprend qu'elles sont pas si importantes que ça et bizarrement, 5 minutes après, tu penses à autre chose. Simon qui me dit salut, j'arrive même plus à sprinter parce que perdre le contrôle de ma respiration. Donc là, c'est un nécessaire physique, hein. Donc Simon, il faut que tu mettes en place une stratégie pour recommencer à courir. Donc commence par du footing, donc entre les deux, et accélère de plus en plus l'effort que tu peux faire. J'ai Panda qui me dit quoi là, pardon, qui me dit salut Arthur, comment je peux arrêter de penser qu'à la respiration? En remarquant, en comprenant les façons. Donc quand tu éprouves cette peur liée à la respiration, tu essayes, mets ton attention pas sur le côté négatif, d'accord, de je pense à la respiration, ça me fait peur, je suis anxieux, etc. Pense au revers de la médaille, ce que tu dis de positif par rapport à cette respiration. Quand tu commences à essayer de te rassurer ou te dire, ah, si je fais ça, peut-être que ça va aller, etc. C'est ça par lequel il faut que tu commences. C'est ça qu'il faut que tu commences à arrêter. Et après, tu enlèves en fait la partie critique des choses. Le négatif est toujours causé par un positif avant. Tu brises le cycle, tu n'y penses plus. D'accord? Mais ça passe clairement toujours au premier truc par dire, là, je passe un mauvais moment et je peux rien faire. D'accord? Donc voilà. Yas qui me dit salut Arthur, j'ai des bâillements qui n'arrivent pas à leur fin et c'est bloqué. Donc ça, c'est une angoisse de respiration, Yas. Et donc là, je te vois que tu pars dans des explications un peu physiques. On m'a dit que mon diaphragme était bouché. Non, c'est juste de l'anxiété. C'est juste toi qui fais ça, mais ça sert à rien que je te dise non. Il faut que tu acceptes à vivre les moments inconfortables où tu as un peu du mal à respirer, où tu sens que tes bâillements sont bloqués, etc. Tu acceptes à vivre ça.
Et commence par des pistes bien concrètes de te dire, est-ce qu'il y a des vérifications que je fais? Donc, est-ce que tu te fais bailler exprès, par exemple, tu vois? Est-ce qu'il y a des choix que tu prends volontairement pour vérifier, de voir où tu es par rapport à cette angoisse-là, tu vois? C'est vraiment comme tous ces CR, ça fonctionne de la même façon. Leïla qui me dit comment faire quand on a peur de sortir loin de chez soi. Donc là, il va falloir faire une thérapie d'exposition. Donc, la façon dont moi je conseille les thérapies d'exposition, Leïla, plutôt que de te dire, bah vas-y, il faut que je me force aujourd'hui à aller faire 30 km pour faire 30 km, pose-toi juste la question, euh, quelle vie tu voudrais avoir? D'accord? Dis-toi, vas-y, j'imagine là ma vie sans anxiété. Donc, je fais une expérience de pensée, même si tu as du mal à y croire. Euh, Ma vie sans anxiété, je m'imagine à quoi elle ressemblerait. Une fois que j'ai pris ça pour acquis, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Ce serait quoi les activités que je ferais? Est-ce que j'irais voir des amis? Est-ce que, je sais pas, j'irais faire du sport? Est-ce que j'irais me balader? Est-ce que j'irais faire du shopping? Est-ce que j'irais travailler? Tu vois? L'idée, c'est de juste vraiment dresser le schéma de à quoi cette vie ressemblerait, vraiment très spécifiquement, et de commencer à vivre cette vie. Et organiquement, cette vie que tu ne vis pas encore va te mettre des challenges, des trucs. Ah bah là, cette fois, ça me demande d'aller loin. Donc voilà. Et là, faut que tu y ailles. Tu vois. C'est comme ça qu'une thérapie d'exposition marche. C'est que tu imagines une vie organique que tu voudrais avoir et organiquement, tu vas t'exposer de la bonne façon sans faire vraiment tout un point, toute une histoire de l'anxiété. D'accord? Justement, mettre un peu en deuxième position l'angoisse et juste te dire, OK, juste, je vis cette vie-là, je la vis et oui, je vais avoir des moments confortables pour la vivre au début, mais à force de le faire, ça va finir par passer et puis l'angoisse disparaîtra. Comme ça marche. Mais c'est la seule façon dont ça marche, hein. Donc voilà, je vais faire une dernière petite question. Une dernière petite question, les amis. Ah bah oui, j'ai pas répondu à Didier. Didier qui dit qu'on ne gagne pas de l'angoisse parce qu'il en a eu pendant 10 ans et c'est revenu. Je vous invite à voir le podcast avec Fanny, qui elle en a eu, qui a eu 20 ans d'angoisse. Et on a un podcast ensemble et qui explique comment, en quelques mois, elle a commencé à avoir des énormes progrès. Côté de l'angoisse pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça change rien. Il faut juste que tu commences à faire ce qu'il faut. Et donc ça, c'est un truc que je vois souvent, des gens qui vont prouver, je sais pas comment on appelle ça, c'est une erreur de logique, j'ai plus le nom. C'est quand tu prends le fait de pas faire quelque chose comme la preuve que c'est pas possible de le faire, en gros. Donc, quelqu'un qui va dire que l'angoisse, on n'en guérit pas, tu vas regarder, il a, je sais pas combien de CCR, donc il a intention de mettre chez lui, il fait de la recherche sur Internet H24, il va sur les forums, il parle à ChatGPT, et il a jamais fait de journaling, il a jamais essayé de comprendre ses CCR cognitifs, etc. Et donc évidemment, ça ne marche pas, il guérit pas, et donc avec le temps, 10 ans d'anxiété, ça veut dire que c'est pas possible, d'accord? C'est c'est pas comme ça marche, d'accord? Donc, dès que tu commences à désespérer, parce que je sais qu'à cause de personnes comme ça qui disent des choses comme ça, eh ben, les autres qui sont motivés à guérir, ils commencent à décourager. Ils se disent, ah, vas-y, je commence à aller bien et on me dit ça, bam, gros coup dans le moral, tu vois. Donc, pas, pour gérer cette peur-là, pour gérer un peu ce problème-là de quand on te dit oui, tu ne veux pas guérir de l'angoisse, rappelle-toi de la règle que je dis tout le temps, est-ce que tu as respecté les règles du jeu? D'accord? Donc, chaque semaine, tu te dis, est-ce que là, j'ai respecté les règles du jeu? Est-ce que cette semaine, j'ai fait des CCR? Est-ce que cette semaine, j'ai fait de la restriction? J'ai fui les émotions négatives, les pensées négatives, etc. Est-ce que tu as respecté les règles du jeu? Donc, je ne vais pas tous vous les refaire, mais te poser cette question dès que tu as une rechute, te poser cette question dès que tu te décourages, d'accord? C'est ça qui va un peu automatiquement te remettre, déjà te faire aller un peu mieux, c'est sûr, tu vois. Mais plus important encore, ça va te permettre de te remettre dans la bonne direction, sur le bon chemin, de te recentrer sur les causes plutôt que sur les conséquences. Les gens qui guérissent jamais de l'angoisse et qui soutiennent qu'on ne peut pas en guérir, c'est des gens qui sont focus sur les conséquences de l'angoisse. Ils ne pensent pas du tout aux causes. Ou alors ils trouvent des causes, bref. Et donc du coup, pose-toi cette question à chaque fois, ça va mal. Tu vois, tu te dis, est-ce que cette semaine, j'ai fait un CCR, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un CCR? Et tu verras qu'il y a toujours des raisons. Si tu es anxieux, il y a une raison. Si moi, je suis plus anxieux aujourd'hui, il y a une raison. Si demain, je redeviens anxieux, il y aura une raison. D'accord?
C'est la loi de causalité. C'est comme ça que fonctionne l'univers, d'accord? L'univers, enfin, la vie, quoi, c'est comme ça. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là, les amis. Désolé si c'est un peu plus court que d'habitude, mais je suis vraiment crevé. J'espère quand même que d'avoir répondu à des questions assez importantes. Je pense que c'était vraiment des points qui étaient importants à aborder. Donc merci Stella. Merci Laure aussi d'avoir posé ces questions. Euh, Si vous m'écoutez sur YouTube ou sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un pouce, un avis positif, etc. Si vous voulez participer au live en direct, c'est sur TikTok que ça se passe tous les dimanches soirs à 21h30. Et puis voilà. Encore merci d'être passé tout le monde. Bonne soirée Christian, bonne soirée tout le monde. Merci de vos jolis mots. Je vous envoie la force tout le monde. On lâche rien, on laisse personne derrière. Et puis je vous dis bah à tout de suite avec ma nouvelle vidéo qui vient de sortir. Et puis pour un live la semaine prochaine. Ah, il n'y aura pas de live la semaine prochaine justement. Donc pas de live la semaine prochaine, je prends un week-end, mais on reprendra la semaine d'après, d'accord? Allez, je vous kiffe, je pense à vous. Prenez soin de vous. Faites le taf qu'il faut. Faites pas le taf qu'il faut pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut.